Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va corriger cet exercice qui est tombé au bac 2024 et qui porte sur la convexité et le logarithme. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'à la fois, il n'est pas compliqué et à la fois, il aborde plein de notions. On commence par la convexité d'un point de vue graphique et ensuite on va refaire la convexité, mais cette fois-ci par le calcul, donc c'est assez complet. On aborde également la notion de limite, la dérivée seconde, etc. Et donc c'est un exercice qui n'est pas compliqué mais qui est assez complet et donc c'est un très bon exercice pour s'entraîner pour le bac. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, première question, on nous demande f' de 1. Alors je vous ai rappelé la méthode ici. Pour avoir f' de 1, on commence par se placer à 1 sur l'axe des abscisses. Ensuite, on trouve le point de la courbe correspondant et la tangente en ce point. Et f' de 1, eh bien, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Donc ici, pour avoir f' de 1, on commence par se placer à 1 sur l'axe des abscisses. Donc ici, on trouve le point de la courbe correspondant, c'est le point A, et la tangente en A, c'est la droite rouge. Et maintenant, il nous faut le coefficient directeur de cette droite rouge. Eh bien, on prend un point de cette droite rouge, par exemple le point A, et on avance de 1 horizontalement. Et maintenant, on regarde de combien on doit se déplacer verticalement pour retomber sur la droite rouge. Et de combien on doit se déplacer verticalement? Eh bien, de 1, 2, 3. Et donc, ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente, c'est 3. Et comme le coefficient directeur, il correspond à la dérivée, et donc ça veut dire que la dérivée en 1, eh bien, c'est 3. Autrement dit, f' de 1 égale 3. Ensuite, on nous demande l'équation réduite de t, c'est-à-dire de cette droite rouge. Alors, l'équation réduite, c'est une équation de la forme y égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur, et on vient de voir que le coefficient directeur de la droite rouge, c'est 3. Donc, m vaut 3. Et p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées, ici en moins 4. Donc, p vaut moins 4. Et donc, l'équation réduite de t, eh bien, c'est y égale 3x plus moins 4, autrement dit, moins 4. Et donc, j'écris sur ma copie, on lit sur le graphique, puisque ici, ce sont des lectures graphiques, donc que f' de 1 égale 3, et que l'équation réduite de t, ici, on met 2 points, et ensuite, on met l'équation réduite y égale 3x moins 4. Passons à la deuxième question. On nous demande les intervalles sur lesquels la fonction semble convexe ou concave. Alors, je vous ai rappelé la règle ici. Une fonction est convexe sur un intervalle lorsque sa courbe est au-dessus de ses tangentes. Et elle est concave lorsque la courbe est au-dessous de ses tangentes. Eh bien, regardez, dans cette zone, si je trace à main levée une tangente, il semble que la courbe, eh bien, elle soit sous la tangente. Et si la courbe est sous la tangente, eh bien, ça veut dire que dans cette zone, la fonction, elle est concave. Alors que dans cette zone, si je trace à main levée une tangente, voilà, approximativement, eh bien, cette fois-ci, il semble que la courbe, elle soit au-dessus de la tangente. Et donc, ça veut dire que dans cette zone, eh bien, la fonction, elle est convexe. Et quand est-ce que ça va changer? Eh bien, regardez, si ici, je trace une tangente, eh bien, là encore, la courbe, elle semble sous la tangente. Alors qu'après 1, eh bien, si je trace une tangente, eh bien, la courbe, elle semble au-dessus de la tangente. Donc, quand est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer au niveau de 1. Et donc, il semble qu'entre 0 et 1, eh bien, la courbe, elle est en dessous de ces tangentes. Si elle est en dessous, ça veut dire qu'entre 0 et 1, eh bien, ça veut dire qu'elle est concave. Et après 1, eh bien, il semble que la courbe, elle soit au-dessus de ces tangentes. Et donc, ça veut dire qu'après 1, eh bien, il semble que la fonction, elle est convexe. Et donc, sur ma copie, j'écris « il semble », puisqu'on n'a rien démontré, ce sont que des lectures graphiques. Donc, sur ce premier intervalle 0,1, j'ai exclu 0, puisque la fonction, elle n'est pas définie en 0. Donc, sur ce premier intervalle 0,1, il semble que la courbe soit en dessous de ces tangentes. Et donc, ça veut dire que sur cet intervalle, la fonction, elle semble concave. Alors qu'après 1, eh bien, c'est le contraire. Il semble que la courbe soit au-dessus de ces tangentes. Et donc, ça veut dire qu'après 1, c'est-à-dire sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien, la fonction, elle semble sur cet intervalle
convexe puisque la courbe, je répète, semble au-dessus de ses tangentes sur 1 plus l'infini. Et enfin, dernière chose, on nous demande que semble représenter le point A pour la courbe. Regardez ce qui se passe en A. Si on suit la courbe, je suis la courbe doucement, regardez la courbe, qu'est-ce qui se passe en A? En A, elle traverse sa tangente. Elle passe de en dessous de la tangente à au-dessus de la tangente. La courbe en A, elle traverse sa tangente. Et je vous l'ai rappelé ici, quand une courbe traverse sa tangente, ça veut dire qu'on a affaire à un point d'inflexion. Donc en A, il semble qu'on ait affaire à un point d'inflexion puisque, je le répète, en A, la courbe traverse sa tangente. Voilà, c'est ce que j'ai rajouté ici, ce qui termine la deuxième question. Et évidemment, là encore, le point d'inflexion, on ne l'a pas démontré, c'est une lecture graphique. Passons à la partie B. Maintenant, on va étudier cette fonction f à l'aide du calcul. Et première question, on nous demande la limite de f en plus l'infini et en 0. Mais avant de commencer, regardez ici, on a du ln de x au carré. Et ça devrait vous faire penser à la formule qui est dans votre cours, que ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a. L'intérêt de cette formule, c'est qu'on va se débarrasser de l'exposant et que ça va permettre d'écrire cette fonction plus simplement. Et cette formule, elle est valable lorsque a est positif et que n, c'est un entier. Mais x, ici, il est positif puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Donc x est bien positif et 2, c'est bien un entier. Donc on peut bien appliquer cette formule. Et donc ça nous donne que ln de x au carré, ça fait donc 2 ln de x, et ln de x existe bien puisque x, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est bien positif, donc il n'y a pas de problème, ln de x existe bien. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir ln de x au carré, on va pouvoir mettre 2 ln de x. À la place de ceci, on va pouvoir mettre 2 ln de x, ce qui est beaucoup plus simple. Et donc f de x, comment elle peut s'écrire? X fois 2, autrement dit 2x, il me reste ln de x, moins 1 sur x. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu d'écrire f comme ceci, avec un log de x au carré, on va pouvoir l'écrire comme cela, de manière beaucoup plus simple, juste avec un ln de x. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus pratique dans toute la suite du problème. Et ça, avant de répondre aux questions, je vais commencer par l'écrire parce que du coup, pour traiter les questions qui vont arriver, au lieu d'utiliser cette forme pour f, je vais utiliser cette forme qui est beaucoup plus simple et ça va me faire gagner du temps. Et donc, j'écris sur ma copie qu'on peut écrire f plus simplement et j'ai remis ici le calcul qu'on vient de faire. Et donc, dans la suite du problème, au lieu d'utiliser pour f cette forme-là, on va pouvoir utiliser cette forme-là. Maintenant, on va pouvoir attaquer la limite de f en plus l'infini. Donc, x tend vers plus l'infini. Donc, 2x, 2 fois plus l'infini, ça tend encore vers plus l'infini. Et ici, x tend vers plus l'infini. Donc, le logarithme en plus l'infini, il tend aussi vers plus l'infini. Donc, ce bloc-là tend vers plus l'infini. Ce bloc-là tend vers plus l'infini. Entre les deux, il y a un fois. L'infini fois l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que ce premier bloc, il tend vers plus l'infini. Et maintenant, 1 sur x. X toujours tend vers plus l'infini. Et donc, 1 divisé par un nombre infiniment grand, 1 divisé par un nombre infiniment grand, ça tend vers 0. Donc, ce bloc-là, 1 sur x, il va tendre vers 0. Et donc, au final, ça fait plus l'infini moins 0. Et plus l'infini moins 0, vous comprenez bien que ça va tendre vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que la limite de cette fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Et donc, j'ai écrit que la limite de 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, j'ai écrit que la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et comme entre ces deux blocs, c'est un produit, je mets par produit, la limite de l'ensemble, c'est plus l'infini. Ensuite, j'ai mis la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et ensuite, comme entre ce bloc-là et celui-ci, c'est une différence, par différence, on en déduit que la limite de l'ensemble, c'est-à-dire la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on nous demande la limite de f en 0. Ça veut dire que x, maintenant, il tend vers 0. Qu'est-ce qui va se passer pour le logarithme? Alors, la courbe du logarithme, vous la connaissez.
Et quand x va se rapprocher de 0, la courbe, elle plonge vers le bas. Autrement dit, ça veut dire que le logarithme en 0, eh bien, il tend vers moins l'infini. Et du coup, on se retrouve avec une forme du type 0 fois moins l'infini. Et 0 fois l'infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, que j'écris en abrégé FI, forme indéterminée. Ça veut dire qu'on ne peut pas directement conclure. Et ça tombe bien, justement, dans votre cours, vous avez cette forme indéterminée. Vous devez savoir que x, ln de x, quand x tend vers 0, c'est le x qui l'emporte, c'est le 0 qui l'emporte, et donc la limite, c'est 0. Donc ici, la limite de tout ceci, d'après votre cours, eh bien, même si c'est une forme indéterminée, vous avez la limite dans votre cours, la limite de tout ceci, c'est 0. Et 0 fois 2, eh bien, donc ce premier bloc, 0 fois 2, eh bien, ça tend vers 0. Donc, ce premier bloc, il tend vers 0. Maintenant, 1 sur x, toujours pareil, tend vers 0. Mais attention, x, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il est positif, x. Donc, il tend vers 0 en étant positif. On écrit 0 plus. Et 1 divisé par un nombre qui tend vers 0 et qui est positif. Si vous faites 1 divisé par 0,0001, vous allez obtenir un très grand nombre. 1 divisé par un nombre qui tend vers 0 en étant positif, eh bien tout ceci, ça tend vers plus l'infini. Donc ce bloc-là, il tend vers plus l'infini. Donc ce premier bloc tend vers 0, ce deuxième bloc tend vers plus l'infini, et donc quand on va faire la différence, 0 moins plus l'infini, eh bien ça va tendre vers moins l'infini. Donc la limite en 0 de f, eh bien c'est moins l'infini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, c'est ce que je vous ai rédigé ici. Et faites attention, quand vous faites la limite de 1 sur x, il faut préciser donc que x tend vers 0, mais en restant positif. C'est pour ça qu'on a plus l'infini. Donc faites attention à ne pas oublier que x est positif ou ici de mettre 0 plus, c'est comme vous préférez. Dernière chose, quand vous avez trouvé des limites, pensez à vérifier votre résultat en traçant la courbe de la fonction avec votre calculatrice. Donc ici, moi je l'ai tracé avec GeoGebra. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien qu'en 0, la limite de cette fonction, eh bien il semble que ce soit moins l'infini, exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Et en plus l'infini, il semble que la limite de cette fonction, ce soit plus l'infini, exactement ce qu'on a trouvé juste avant. Passons à la question suivante. On nous demande de déterminer f' de x. Donc il faut calculer la dérivée de cette fonction. Mais on a expliqué que cette fonction, elle s'écrit aussi comme ceci. Et cette forme-là, elle est beaucoup plus simple à dériver que celle-ci, parce qu'au lieu d'avoir du ln de x au carré, eh bien là, on a tout simplement du ln de x. Donc pour dériver, au lieu d'utiliser cette forme, on va utiliser cette deuxième forme qui est beaucoup plus pratique. Donc allons-y, et déjà on remarque ici, c'est de la forme u fois v. Et vous savez que quand on a u fois v, la dérivée, c'est u' v plus u v'. Donc on commence par écrire, je suis au brouillon pour le moment, que u de x, ça correspond donc à 2x, et donc la dérivée u', je vais avoir besoin de u' de x, la dérivée de 2x, c'est 2. Ensuite, j'écris que v de x, ça correspond donc à ln de x, et vous savez, donc j'ai besoin de v', la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ce bloc-là, qui est de la forme u fois v, pour avoir sa dérivée, il suffit d'appliquer cette formule. Et donc, la dérivée de ce bloc-là, ça donne u'v, donc u'v, donc ça fait 2 ln de x, plus uv', donc plus 2x, ça c'est u, que multiplie v', que multiplie 1 sur x. Donc là, ici, on a dérivé ce bloc-là, mais il reste moins la dérivée de 1 sur x. Et vous devez savoir que 1 sur x, lorsqu'on le dérive, eh bien ça donne moins 1 sur x au carré. Et donc, ça donne moins la dérivée de 1 sur x, donc moins ceci. Donc, ça fait moins, faites attention, moins 1 sur x au carré. Et donc, voilà, ici, on a dérivé la fonction. Donc, ici, on a bien f' de x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors, x fois 1 sur x, ça se simplifie. Et donc, ici, il reste que 2. Et là, moins, ça fait plus. Et donc, au final, f' de x, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il nous reste 2 ln de x, 2 ln
de x. Ici, il reste que le plus 2. Et là, il nous reste plus 1 sur x au carré. Et voilà, on a terminé de dériver. Voilà la dérivée de la fonction. Donc voilà, je vous ai remis au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Et c'est important, avant de faire ce calcul, c'est important d'écrire sur votre copie que ce calcul, il est valable pour tout x du domaine de définition. Donc c'est important de l'écrire avant de faire le calcul. Passons à la question B. On nous demande de montrer que la dérivée seconde est égale à ceci. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà calculer la dérivée seconde et ensuite on montrera que cette dérivée seconde, elle peut s'écrire comme ceci. Alors, pour avoir la dérivée seconde, il faut dériver 2 fois. Mais là, on a déjà dérivé une fois, donc il faut prendre ce qu'on a obtenu ici et le redériver une deuxième fois. Donc on y va, f seconde de x. Donc il faut dériver ceci. Eh bien, regardez, premier bloc ici, c'est de la forme une constante k fois une fonction. Et vous savez que quand on dérive une constante fois une fonction, attention, il faut que ce soit un multiplié entre les deux. Eh bien, dans ce cas-là, on ne touche pas la constante, donc on remet le 2 et on multiplie par la dérivée de la fonction. Et la dérivée de ln de x, eh bien, c'est 1 sur x. Donc la dérivée du premier bloc, c'est 2 fois 1 sur x. Ensuite, plus la dérivée de 2 et la dérivée d'une constante, c'est 0, donc ça fait plus 0. Et il reste plus la dérivée de 1 sur x au carré. Et pour dériver rapidement 1 sur x au carré, je vous conseille de faire la chose suivante. Déjà, 1 sur x au carré, eh bien on va l'écrire x puissance moins 2. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que quand on a 1 sur x à la puissance n, eh bien on peut l'écrire x puissance moins n. Et quel est l'intérêt d'écrire 1 sur x au carré sous la forme x puissance moins 2? C'est qu'on va pouvoir appliquer la fameuse formule que x puissance n, quand on dérive, eh bien ça donne n, la puissance qui vient devant, x à la puissance 1 grand de moins, c'est-à-dire n moins 1. Eh bien cette fameuse formule, on peut aussi l'appliquer quand le n il est négatif. Et donc ici, quand on va dériver, eh bien ça va nous donner le n devant, donc le moins 2 devant, x exposant n-1, donc moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et voilà la dérivée de 1 sur x carré, la voilà, c'est moins 2, x puissance moins 3. Et ensuite, on laisse pas ça comme ça, x puissance moins 3, on applique cette formule dans l'autre sens, x puissance moins 3, ceci c'est 1 sur x puissance 3, le tout multiplié par moins 2. Et donc au final, ça fait combien? Ça fait moins 2 fois 1, donc moins 2 sur x puissance 3, voilà la dérivée de 1 sur x au carré. Alors là, j'ai détaillé, donc ça peut paraître un peu long, mais si vous êtes habitué à cette méthode, vous verrez, ça va très vite, par exemple, pour dériver 1 sur x au carré. Et donc la dérivée de 1 sur x au carré, ça donne donc moins 2. Donc ici, ça fait moins 2 sur x3. Donc voilà, ici, on a la dérivée seconde, et maintenant, il n'y a plus qu'à l'arranger pour réussir à l'écrire sous cette forme. Donc, on y va, 2 fois 1 sur x, ça fait 2 sur x. Le 0, il est inutile, et il reste moins 2 sur x3. Et maintenant, regardez, le résultat, on le veut sur x3. Alors ici, on a déjà du x3, donc c'est bon. Mais maintenant, ici, il nous faut du x3. Et comme on a du x, eh bien, on va multiplier tout simplement par x au carré. Parce que x fois x au carré, ça fera bien du x3. Mais si on multiplie en bas par x au carré, eh bien, pour compenser, il faut multiplier en haut par x au carré. Et du coup, ça nous donne... Les deux fractions maintenant sont sur x3, donc je peux les regrouper. Donc j'ai x3 au dénominateur et au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a 2x au carré moins 2. Maintenant, il faut que le numérateur ressemble à ceci. Et regardez, ici on a 2 en facteur, et là ça tombe bien, on a 2 ici et 2 là, et donc on va pouvoir mettre notre 2 en facteur. Donc on met 2 facteurs de x au carré moins 1, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Si on développe, ça fait bien 2x au carré moins 2, on ne s'est pas trompé, le tout sur x au cube. Et maintenant, regardez ce qu'on a et regardez ce qu'on veut. Ici, c'est factoriser. Et ça tombe bien, x carré moins 1, ça devrait vous faire penser à l'identité remarquable a carré moins b carré. Il suffit de rajouter un carré sur le 1, ça ne change rien puisque 1 au carré, c'est la même chose que 1.
Et vous savez que a carré moins b carré, ça se factorise en a plus b, facteur de a moins b. Eh bien, x au carré moins 1, donc je mets déjà le 2, et x carré moins 1 au carré, eh bien, ça se factorise en a, c'est-à-dire x plus 1, facteur de a, c'est-à-dire x moins 1. Exactement ce qu'on voulait, et le tout est toujours sur x au cube. Et donc voilà, on a réussi à écrire notre dérivée seconde exactement sous la forme qu'on voulait, et maintenant il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai remis au propre ce qu'on vient d'expliquer, et je vous ai mis en rouge les points importants, en particulier pour dériver rapidement 1 sur x au carré, eh bien pensez à l'écrire x exposant moins 2, parce qu'ensuite pour dériver, il n'y a plus qu'à appliquer la formule de x puissance n, et ça vous donne directement ici la dérivée. Et dernière chose, toujours pareil, avant de faire votre calcul, n'oubliez pas d'écrire que ce calcul il est valable pour tout x de l'intervalle 0 exclu plus l'infini. C'est important de l'écrire avant de faire votre calcul. Passons à la question suivante. On nous demande d'étudier la convexité de f. Et je vous l'ai rappelé ici, pour avoir la convexité de f, eh bien, il suffit de trouver le signe de la dérivée seconde. Et justement, la dérivée seconde, on vient de la calculer ici. Et en plus, on l'a sous forme factorisée. Donc, pour avoir son signe à cette dérivée seconde, eh bien, on peut faire directement son tableau de signes. Donc, allons-y, faisons le tableau de signes. Donc ici, je mets x, ma variable, et on n'oublie pas que x varie dans l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc ici, je mets 0 et là, plus l'infini. Et comme 0, 0 est exclu, ici, je mets une double barre pour indiquer que 0 est une valeur interdite. Ensuite, ici, je mets chacun des facteurs. Donc déjà, je mets 2. Ensuite, je mets x plus 1. Ensuite, je mets x moins 1. Et enfin, je mets x au cube. Maintenant, on va regarder quand est-ce que chacun de ces blocs s'annule. Alors 2, quand est-ce que ça s'annule? 2, ça ne s'annule jamais. Ensuite, x plus 1, quand est-ce que ça s'annule? Eh bien, quand x vaut moins 1. Mais le problème, c'est que moins 1, c'est pas entre 0 et plus l'infini. Donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, x plus 1 ne s'annule jamais. Ensuite, quand est-ce que x moins 1 s'annule? X moins 1 s'annule en 1. 1 moins 1, ça fait bien 0. Et cette fois-ci, 1, c'est bien dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je mets 1 et j'indique que x moins 1 s'annule en 1. Maintenant, x au cube, quand est-ce qu'il est égal à 0? Eh bien, quand x vaut 0. Mais le problème, c'est que 0 n'est pas dans l'intervalle, parce qu'on commence après 0, puisque 0 est une valeur interdite. Donc, x au cube, sur cet intervalle, ne s'annule jamais. Donc, finalement, il n'y a qu'un seul bloc qui s'annule dans cet intervalle, c'est x moins 1 qui s'annule en 1. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir les signes. Alors, 2, 2, c'est toujours positif. Maintenant, x plus 1, n'oubliez pas que x, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, x, il est positif. Et si x est positif, x plus 1 aussi. Donc, x plus 1 sur cet intervalle est partout positif. Maintenant, x moins 1, c'est une fonction affine. Et le nombre qui multiplie x, c'est sous-entendu 1. C'est 1x moins 1. Et comme 1 est positif, eh bien, ça veut dire que cette fonction affine, elle est croissante. Et donc, sa courbe, c'est une droite qui monte. Et comme on a vu que x-1, il s'annule en 1, ça s'annule en 1, ça veut dire que comme la droite, elle monte, avant 1, c'est négatif, et après 1, c'est positif. Donc avant 1, c'est négatif, et après 1, c'est positif. Maintenant, x au cube est là toujours pareil, on n'oublie pas que x est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, x, il est positif. Et donc si x est positif, quand on l'élève au cube, eh bien ça reste positif. Et donc x au cube est toujours positif sur cet intervalle, et donc c'est plus partout. Donc pour chacun de ces blocs, on a trouvé son signe. Donc maintenant, on va pouvoir trouver le signe de l'ensemble, c'est-à-dire le signe de f seconde de x. Donc je rajoute une ligne, f seconde de x. Et pour avoir le signe de l'ensemble, eh bien comme ici, ce sont soit des multiplications, soit des divisions, il y a juste à appliquer la règle des signes. Et donc, ça nous donne plus, ça fait plus, fois moins, ça fait moins, fois plus, ça reste moins. Et sur cette colonne, eh bien comme tout est positif, eh bien ça donne plus. Et maintenant, pour x qui vaut 1, eh bien c'est ce bloc-là, c'est x moins 1 qui vaut 0. Et si ce bloc-là vaut 0, tout le numérateur, comme on multiplie, vaudra 0,
est divisé par n'importe quoi, ça fera 0. Donc pour x égale 1, eh bien à nouveau, on aura 0 ici. Donc voilà, on a trouvé le signe de la dérivée seconde. Le signe de la dérivée seconde. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Lorsque la dérivée seconde est négative, sur un intervalle, ça veut dire que sur cet intervalle, eh bien la fonction f, elle est concave. Donc ça veut dire que, ici je rajoute une ligne, sur cet intervalle, entre 0 et 1, comme la dérivée seconde est négative, eh bien ça veut dire que la fonction, sur cet intervalle 0,1, eh bien la fonction, elle est concave. Et sur cet intervalle, comme la dérivée seconde est positive, eh bien lorsque la dérivée seconde est positive, ça veut dire que la fonction f, elle est convexe. Donc sur cet intervalle, la fonction f, elle est convexe. Donc voilà, j'ai tout remis au propre ici et j'ai rajouté, vous savez que quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, c'est bien le cas ici puisqu'elle passe de négatif à positif, et bien quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, et bien ça veut dire qu'on a un point d'inflexion en 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Et tout ce qu'on vient de démontrer à cette question, c'est ce qu'on avait observé sur le graphique à la première question du problème, que la fonction était d'abord concave puis convexe, et qu'en A, il y avait un point d'inflexion. Donc à la première question, on ne l'avait pas démontré. Et bien voilà, c'est chose faite. Maintenant, on a démontré tout ce qu'on avait observé au début du problème. Passons à la question suivante. On nous demande les variations de f'. C'est ce que j'ai écrit ici. Et pour avoir les variations de f', ce qui serait bien, c'est d'avoir la dérivée de f'. Et c'est quoi la dérivée de f'? Eh bien, c'est f seconde. Et ça tombe bien, f seconde, on vient de trouver son signe. Elle est d'abord négative, elle s'annule en 1, et après, elle est positive. Donc ici, on est sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et du coup, si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction, elle est décroissante. Et si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction, elle est croissante. Et voilà comment on a les variations de f' grâce à f seconde. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir la valeur qui est ici. Pour cela, il y a juste à remplacer x par 1 dans f'. Et la dérivée, on l'avait déjà calculée, je vous l'ai remise ici. Donc on calcule f' de 1. Donc on y va, f' de 1. Donc il y a juste à remplacer x par 1. Et donc ça donne 2 ln de 1. Je remplace x par 1, plus 2, plus 1 sur x au carré. Je remplace x par 1, donc ça fait 1 au carré. Et donc, ça nous donne ln de 1, ça fait 0. Donc, ça fait 2 fois 0, ça fait 0. Donc, tout ce bloc-là, il vaut 0. Et 1 au carré, 1 au carré, ça fait 1. Et donc, 1 sur 1, ça fait 1. Ce bloc-là, il vaut 1. Et donc, ça fait au final, il reste 0 plus 2 plus 1. Ça fait donc 3. Et donc, ça veut dire que f' de 1 vaut 3. f' de 1 vaut 3. Donc, la valeur qui est ici, c'est 3. Donc voilà, on a les variations de f'. Maintenant, on nous demande le signe de f'. Regardez, f', son minimum, c'est 3. Et donc, si le minimum, c'est 3, ça veut dire que f', eh bien, elle est toujours positive. Donc, je rajoute que f', eh bien, elle est tout le temps, sur cet intervalle 0 exclu plus l'infini. f', son signe, c'est tout le temps positif. Et enfin, on nous dit en déduire le sens de variation de f. Eh bien, comme on vient de trouver que la dérivée f' est positive, si f' est positive, eh bien, ça veut dire que f, eh bien, elle est tout le temps croissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, ce qui termine cette question. Et toujours pareil, pensez à comparer ce que vous trouvez par le calcul et le graphique. On vient de démontrer que la fonction, eh bien, elle est croissante tout le temps sur cet intervalle. Eh bien, c'est ce qu'on observe sur le graphique. Il semble en effet que la fonction, elle soit tout le temps croissante sur cet intervalle. Donc, ce qu'on a démontré, eh bien, semble cohérent avec le graphique. Et donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cette question. Passons à la question suivante. On nous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on appelle alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors déjà, ça correspond à quoi f de x égale 0 ? Quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses ? Eh bien, en effet, il semble sur le graphique que la courbe, elle coupe qu'une fois l'axe des abscisses ici, et on peut même dire qu'a priori, c'est entre 1 et 2. Donc maintenant, il va falloir expliquer que la courbe
coupe l'axe des abscisses et en plus qu'elle coupe l'axe des abscisses une seule fois. Alors pourquoi ? Déjà, la fonction, elle est strictement croissante, ça on l'avait démontré. Et donc, ça veut dire que si la fonction est strictement croissante, eh bien, elle prend les valeurs qu'une seule fois. Et donc, si elle prend la valeur 0, eh bien, c'est uniquement une seule fois. Alors, pourquoi la fonction va prendre la valeur 0 ? Eh bien, parce qu'elle va passer de négative à positive. Et pourquoi elle est négative ? Parce que sa limite en 0, on l'avait vu, c'est moins l'infini. Et que sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la fonction, elle va passer de négative à positive. Mais elle pourrait faire un saut. Mais ce n'est pas possible que la fonction fasse un saut parce que cette fonction, elle est continue. Et si elle est continue, eh bien, elle ne fait pas de saut. Elle prend toutes les valeurs intermédiaires. Et vous l'avez compris, le fait de dire que la fonction est continue et que du coup, elle va prendre toutes les valeurs intermédiaires de moins l'infini à plus l'infini, eh bien, on est en train d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et plus précisément, comme en plus, on utilise le fait que la fonction est strictement croissante, et donc du coup, elle va prendre ses valeurs intermédiaires qu'une seule fois, on est en train d'utiliser ce qu'on appelle le corollaire du TVI, qu'on appelle encore le théorème de la bijection. Et donc, comment on rédige ? On commence par dire que la fonction, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Et n'oubliez pas strictement, sinon vous allez perdre des points. C'est très important que ce soit strictement croissante. Ensuite, on explique que la fonction, elle est continue, ce qui veut dire qu'elle ne va pas faire de saut. Et pourquoi elle est continue ? Parce qu'elle est dérivable sur cet intervalle. Ensuite, on rappelle les limites en 0 et en plus l'infini, ce qui permet d'expliquer qu'elle va passer de négative à positive. Et donc, tout ceci, ça veut dire que la fonction, elle va prendre toutes les valeurs intermédiaires de moins l'infini à plus l'infini. Et comme 0, c'est dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ça veut dire que la fonction, elle va prendre la valeur 0 une fois et une seule, quelque part sur cet intervalle. Et on le voit graphiquement, ça va être entre 1 et 2. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter, donc d'après le corollaire du TVI ou encore d'après le théorème de la bijection, eh bien cette équation f de x égale 0, eh bien elle admet une unique solution sur cet intervalle, ce qui termine cette question. Passons à la question suivante. On vient de démontrer que cette équation f de x égale 0, elle admet une unique solution qu'on appelle alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, on vient de démontrer que la courbe, elle coupe exactement une fois l'axe des abscisses en alpha, et donc alpha est ici. Et maintenant, on nous demande la valeur arrondie au centième de alpha. Pour cela, vous prenez votre calculatrice. Ici, vous rentrez l'expression de la fonction f. Ensuite, il n'y a plus qu'à la tracer, donc f6. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. C'est ce qu'on appelle les racines. Donc, je vais dans Gsolve, f5. Et ici, je veux les racines, là où ça coupe l'axe des abscisses. Et donc ici, j'appuie sur F1. Et regardez, ici, on a une valeur approchée de alpha. Et nous, ce qu'on veut, c'est la valeur arrondie au centième. Donc on coupe deux chiffres après la virgule. Et pour savoir si ici, on met 2 ou 3, on regarde le chiffre d'après. Et comme c'est 7 et que c'est plus grand que 5, eh bien, il faut arrondir par au-dessus. Et donc, ça fait 1,33. Donc ça veut dire que alpha, la valeur arrondie au centième, eh bien c'est 1,33. Maintenant, dernière chose, on nous demande de montrer que alpha vérifie cette égalité. Eh bien, il faut partir de ce qu'on sait sur alpha. Et il n'y a qu'une seule chose qu'on sache sur alpha, c'est que alpha, eh bien, il est solution de cette équation. Autrement dit, quand on remplace x par alpha là-dedans, ça donne bien 0. Donc on part de la définition de alpha, c'est que f de alpha, comme alpha est solution de cette équation, ça veut dire que f de alpha égale 0. Donc on part de là et va falloir arriver ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer f de alpha. Et comme ici, on a f de x, il y a juste à remplacer x par alpha. Donc on y va. F de alpha, ça donne donc alpha ln de alpha au carré moins 1 sur alpha. Et f de alpha, on sait que ça fait 0. Et regardez ce qu'on a ici, on a du logarithme. Et regardez ce qu'on veut, ici il n'y a plus de logarithme, il y a de l'exponentielle. Donc ici, il va falloir se débarrasser du logarithme. Donc comment on va faire ? Déjà, on va isoler le logarithme et ensuite on prendra l'exponentielle pour s'en débarrasser.
Donc déjà, on va isoler le logarithme. Donc ce bloc-là, on va le regrouper de l'autre côté. Et donc ça nous donne alpha ln de alpha au carré. Ce bloc-là, je le regroupe de l'autre côté. Donc ça fait égal 1 sur alpha. Et maintenant, pour isoler le logarithme, je vais me débarrasser de ce alpha. Comme il y a un multiplié, pour m'en débarrasser, eh bien, je vais diviser des deux côtés par alpha. Et du coup, ça donne ln de alpha carré. Je divise par alpha. Donc ici, ça fait 1 sur alpha au carré. Et donc maintenant, pour me débarrasser du logarithme, je vais prendre l'exponentielle des deux côtés. Donc à gauche, ça me fait exponentielle de ln de alpha au carré égale exponentielle de tout ceci. Et je vais l'écrire comme ce qu'on me demande. Donc je vais écrire exponentielle comme ceci, de ceci, 1 sur alpha au carré. Et maintenant, vous savez que exponentielle de logarithme, eh bien comme ce sont des fonctions réciproques, ça s'élimine. Et donc ici, eh bien il va me rester alpha carré. Et donc je vais avoir alpha carré égale ceci, exactement ce qu'on voulait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et j'ai commencé par écrire f de alpha égale 0. Ça, c'est la définition même de alpha. C'est ce qui est dit dans l'énoncé. Alpha, c'est l'unique solution de cette équation. Donc par définition, f de alpha égale 0. C'est pour ça que ici, j'ai mis par définition. Ensuite, j'ai remis le calcul qu'on a fait. Et pour passer de cette ligne à la dernière, pour se débarrasser du logarithme, on a pris l'exponentielle des deux côtés. On dit qu'on a composé par l'exponentielle. C'est pour ça que je vous ai écrit ceci. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.